Canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépendra bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la collection Serial que vous connaissez très bien, qui est éditée chez Presse Universitaire François Rabelais. On avait eu entre autres invité et dialogué avec Frédéric Gay qui nous avait parlé de X-Files, ou alors Stéphane Rollet avec qui on avait dialogué autour de Game of Thrones. Aujourd'hui, Vladimir Lifshitz est là parmi nous et il a accepté donc d'être là pour un dialogue autour de son livre qui s'appelle tout simplement This is the End. Voilà, c'est un petit clin d'œil à la chanson des Doors. Et comme son nom l'indique, le sous-titre, c'est finir une série télé. Déjà, avant tout, Vladimir, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Comment allez-vous ? Très bien, merci à vous de m'avoir invité et proposé. Et bonjour à tous. Aussi ravi de pouvoir discuter de cette question qui est souvent passionnante, celle des fins de série notamment. Alors la première question qui est extrêmement simple, même si vous l'évoquez dans le livre, il y aura quelques questions dont les réponses sont déjà dans le livre, mais c'est voilà. En tout cas, sachez que le lien qui renvoie à la page dédiée à ce livre, vous le trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Comme ça, directement, vous pouvez cliquer, vous procurer le livre si vous en avez besoin. Je vous l'invite. Entre parenthèses, je salue Pauline Réal qui m'a aidé à concevoir cette émission. Parenthèse refermée, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à toutes ces séries télé qui ont une fin, qui peuvent questionner pas mal de choses? D'où la jeunesse vient d'où de la création de ce livre? Alors la jeunesse, je pense que c'est déjà tout simplement que j'étais un spectateur qui était très très avide de connaître la fin des séries et j'avais envie de savoir comment se terminer ces très longues histoires quand j'étais déjà ado ou enfant et j'avais une frustration, c'est qu'enfant, quand par exemple je regardais Lost et j'en étais à la première saison, je savais que je ne saurais pas tout de suite le fin mot de l'histoire et donc j'étais très impatient de découvrir comment tout ça pouvait se terminer. Puis plus j'ai grandi, plus j'ai fait des études, plus je me suis intéressé à la manière dont il y avait une véritable passion autour de ça et que du coup, quand on s'investissait pendant très longtemps autour d'un programme, d'une fiction, d'une narration, on avait des attentes souvent très très fortes pour savoir comment tout ça pouvait se conclure et ça m'a donné envie d'étudier la question parce que j'étais moi-même vraiment très très impatient de découvrir les fins de série et ce qui était intéressant, c'est que je voyais des gens qui au contraire étaient dans une situation totalement opposée, c'est-à-dire ils voulaient pas savoir comment ça se terminait, ils voulaient pas que ça se termine parce que justement c'était un plaisir tellement ancré dans leur vie qu'ils n'avaient pas envie que tout ça arrive à son terme et donc ça m'a interpellé. La particularité, la force d'une série télé, est-ce qu'elle réside surtout dans ce que vous appelez les fins de série? Est-ce que c'est là où il y a quelque chose qui est pas forcément indescriptible, mais qui questionne beaucoup l'utilisation, l'utilité, la relation entre nous, spectateurs, et une série à travers cet aspect-là? Je crois, oui, parce que les fins agissent souvent de manière réflexive. Elles renvoient à tout le chemin parcouru avec le spectateur. Alors, beaucoup de fins de série, d'ailleurs, il y a un métadiscours avec le spectateur fidèle qui a suivi le programme parfois pendant plus de 10 ans. Donc oui, pour moi, il y avait quelque chose, en tout cas, qui était de l'ordre de est-ce que finalement l'expérience en valait la peine, selon la fin qui était proposée. Et on voit d'ailleurs qu'il y a eu des véritables réactions très très fortes autour de différentes fins de série. Et on voit que ça a engagé en tout cas les spectateurs dans une émotion très très forte. Et c'est ça qui m'a intéressé aussi. Comment on pouvait réagir de manière aussi intense et aussi parfois violente, dans un sens ou dans l'autre, pour un programme télévisuel. Alors, avant de commencer à parler de l'intégrité du livre, de sa structure, je voulais juste... vous ouvrez le livre avec un élément qui est fascinant, que je ne connaissais pas. Je l'ai appris en les lisant. C'est une lettre, en fait. Et avec cette lettre-là, en fait, vous posez le décor de ce qui va devenir le livre This is the End. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette fameuse lettre dont l'auteur est extrêmement particulier et atypique aussi? Complètement. C'est une lettre, en fait, qui a été rédigée du coup, par Anthony Hopkins, l'acteur, après avoir binge-watché Breaking Bad. Il a regardé, je crois, la série sur 1 ou 2 mois. Et en achevant du coup la fin de Breaking Bad, il a pris sa plume et il a écrit une lettre à l'acteur principal, Bryan Cranston. Et donc il fait une lettre dans laquelle il le félicite. Enfin, c'est une véritable lettre dithyrambique
qui revient sur la qualité de cette série. Et ce qui est intéressant, je trouvais, c'était un exemple fascinant d'un acteur de cinéma écrivant une lettre enflammée à un acteur de télévision, quelque chose qui pendant très longtemps était inconcevable, c'est-à-dire que la télévision, c'était le sous-cinéma, c'était l'espace où les acteurs qui n'étaient plus bankable se retrouvaient, ou les actrices. Et soudainement, je trouvais que cette lettre, elle racontait quelque chose sur l'époque. Elle racontait aussi la manière dont la série s'affranchissait du cinéma, où elle prenait sa propre direction, sans qu'on soit dans un rapport de comparaison qui est plus intéressant, qui est plus fort. Et du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne manière, en tout cas, de s'interroger sur l'époque actuelle et de se dire comment on peut en arriver à une lettre pareille. Je crois que c'est voilà, au tout début des années 2010-2011 que cette lettre a été écrite. Et qu'est-ce qu'elle raconte sur aujourd'hui, justement, les séries télévisées, notamment les fins, puisqu'il a rédigé cette lettre juste après avoir visionné la fin de Breaking Bad. Donc, il était encore dans l'émotion de cette conclusion et ce que ça lui avait procuré. Et j'ai trouvé ça voilà, assez fascinant et ça permettait effectivement d'ouvrir sur un grand nombre de questions posées par les fins. En fait, cette lettre, il n'aurait jamais pu la rédiger pendant la série, en plein milieu de la série. C'est parce qu'il l'a terminée, parce qu'il y a donc une fin, qui fait que c'est comme si lui-même savait qu'il ne pouvait pas faire autrement que d'attendre la fin de la série pour écrire cette lettre. Complètement. Il y a aussi l'idée que ce qu'il raconte dans cette lettre, au-delà de l'admiration qu'il a pour l'acteur, c'est qu'il est ébloui par la qualité de l'ensemble. Et il raconte dans cette lettre aussi que ce qui l'a bluffé, c'est voilà, la qualité globale et comment on a pu maintenir un tel niveau de qualité du début à la fin. Et donc, on va dire que sa conclusion, elle vient justement de la conclusion de la série, c'est-à-dire que la série lui amène à faire une sorte de regard réflexif sur ce qu'il a vécu avec ce programme et il en tire une satisfaction immense, mais au regard évidemment de sa conclusion aussi. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire qu'en voyant la conclusion, il a refermé quelque part un chapitre de sa vie qui a été 2 mois de binge-watching et il a pu donner son impression sur cette œuvre. Mais si la série ne s'était pas terminée, je ne crois pas qu'il aurait écrit cette lettre. C'est ça, c'est un rapport qui est assez particulier qu'on peut avoir avec une série télé, enfin depuis maintenant plus de 20-25 ans peut-être, c'est ce que vous expliquez dans le livre, c'est que nous en France par exemple, on a mis beaucoup de temps à accepter que c'était de l'art, peut-être, si je devais résumer grossièrement la chose, c'est de l'art. Ouais, c'est ça. C'est ça, et que maintenant vous dites qu'aujourd'hui on peut revoir et revisiter certaines séries dans les années 80. Et là vous citez Dallas par exemple, qui effectivement à l'époque avait suscité que du mépris, du mépris, du déni, et qu'aujourd'hui on peut revoir autrement les choses. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est de comprendre et de croire que les séries, en l'occurrence, ne sont pas qu'une ouverture sur le monde, c'est aussi une ouverture sur ce que nous sommes devenus pendant un temps certain. Et donc, en parlant des fins de série, finalement, vous nous expliquez un peu, enfin, je ne dis pas que c'est un whodunit, le titre, la fin de série, mais c'est que vous en profitez pour développer énormément de choses, voire même jusqu'à remonter à la naissance de ce qu'on appelait le serial, enfin, d'expliquer comment c'est devenu, comment les enjeux économiques, il y a tout un truc là-dessus. Bref, je vais revenir à ma première question et après on va aller par là. Parce que là où je voulais en venir, c'est que, en gros, vous dites, c'est ça, une série télé, il y a eu un petit bruit, je ne sais pas d'où ça vient, c'est pas grave. Ouais. Excusez-moi, ça vient peut-être de moi, mais je vais bloquer quelque chose. C'est des mails qui arrivent, c'est pour ça. Je vous écoute. Oui, je disais donc que vous insistez beaucoup sur ça. C'est que il faut du temps. C'est le temps qui nous permettra à nous, spectateurs, de s'identifier à cette série et en fait de se la réapproprier, d'être une espèce de corps unique, chose qu'on n'a peut-être pas forcément avec le cinéma. Et en fait, la fin d'une série, tout simplement, c'est en même temps une page d'un roman qui est le nôtre, qui se referme, et ça, on a du mal à l'admettre. Oui, complètement. En fait, je crois que la différence fondamentale avec le cinéma, c'est que le cinéma, évidemment, se déplace au cinéma voilà, pour voir le film. La série, évidemment, s'immisce dans nos vies de manière beaucoup plus personnelle parce qu'elle rentre dans notre intimité. Alors, pendant longtemps, c'était le salon avec la télévision et voilà l'image un peu type de ça. Mais même aujourd'hui, sur ordinateur, beaucoup de gens regardent des séries. C'est dans le lit, c'est allongé sur un canapé, dans un fauteuil. Donc, il y a cette dimension personnelle et une proximité, en tout cas, avec l'œuvre qui se fait dans une sphère privée, beaucoup plus que le cinéma, évidemment. Et encore une fois, c'est pas une question de qualité, c'est-à-dire c'est pas pour ça que la série est plus intéressante que le cinéma. Les deux ont des qualités passionnante, j'ai envie de dire, mais pour la série, il y a quelque chose de personnel qui se joue avec, et d'ailleurs, quand on voit la réaction sur les fins, il y a
il y a parfois une sensation de trahison, de violence qui arrive quasiment jamais au cinéma. Il n'y a pas des réactions aussi fortes par rapport au film. Il y a des critiques, mais elles sont jamais aussi, on va dire, intimes dans la manière dont elles sont exprimées. Et je crois que, pour en revenir à ce que vous disiez justement, que les fins de série, elles permettent de marquer aussi des fins de nos périodes de vie, c'est-à-dire qu'on se rappelle aussi de qui on était par rapport à une série télévisée, quand est-ce qu'on l'a regardée, avec qui on l'a regardée, dans quel contexte. Et c'est ça aussi qui m'a intéressé d'un point de vue sociologique, c'est la manière dont, par exemple, quand on était enfant, peut-être qu'on regardait telle série avec son grand-père, ou avec ses parents, ou avec ses frères et sœurs, et comment ça reste lié à des souvenirs aussi de construction personnelle. Et finalement, c'est des repères aussi dans le temps par rapport à la manière dont on évolue. En tout cas, c'est mon hypothèse à moi. Et ça joue un rôle assez intéressant, parce que ça joue un rôle pour moi qui est réflexif, c'est-à-dire qu'on voit des gens évoluer pendant des années, donc se transformer, vieillir, changer, en même temps que nous changeons, que nous évoluons en tant qu'individus. Et il me semble qu'il y a quelque chose d'assez unique dans ce rapport-là, qui s'instaure dans les séries télévisées en tout cas. Il y a une autre catégorie de spectateurs, celle qui ne veut pas faire partie de ce groupe qui découvre au fur et à mesure une série. Cette catégorie sait qu'il y a cette série qui existe et qui est incroyable, elle l'entend, mais se dit, je préfère attendre que tout cela se termine et se tasse. Et donc, ça m'intrigue énormément, cette gestion du temps, de ne pas vouloir vivre le même temps que les autres, de vouloir vivre son propre temps. Mais alors, l'évolution de soi-même, comment ça se caractérise? Il y a un décalage incroyable, et seule la série peut fournir cela. Oui, alors c'est vrai que c'est complètement une autre expérience, par exemple, de regarder Breaking Bad en 2 mois ou de l'avoir suivi pendant les 6 ans de diffusion à la télévision américaine, par exemple. Clairement, il y a évidemment une différence temporelle qui est énorme. Ce qu'il en reste, néanmoins, c'est un investissement qui demande un temps qui est beaucoup plus important que n'importe quel film. Puisque même 2 mois de sa vie à regarder intensément une série, ça rentre vraiment dans notre intimité. Ça vient nous chercher aussi tous les jours quasiment. Ça vient s'immiscer dans nos rêves, dans notre imagination, parce qu'on y pense forcément si on est plongé à l'intérieur de ça. Donc je dirais que c'est une autre manière de visionner les séries. Effectivement, ça questionne le rapport qu'on a, comme je le disais, par rapport à l'idée de vieillir avec. Néanmoins, je pense que ça nous accompagne sur une durée qui est encore inégalée par des films, par exemple. Et du coup, ça procure une immersion qui est très, très forte. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui en sortent de ces périodes intenses de visionnage d'une série, la plupart du temps, il leur faut quand même quelques jours pour se sortir de ça, pour revenir, entre guillemets, à autre chose, passer à une autre série. Et il y a une sorte de deuil qui se fait, une sorte de latence comme ça, que je trouve aussi intéressante, alors que je n'ai pas particulièrement étudié encore de ce point de vue-là, mais qui m'intéresse beaucoup parce qu'on sent qu'il y a là aussi quelque chose qui se joue, en tout cas d'intéressant à étudier. Comment vous avez... Alors, dans la structure du livre, c'est un livre extrêmement dense, épais, il y a plusieurs possibilités, plusieurs réflexions, je vous dis, moi, ce qui m'a surpris énormément, c'est que vraiment, vous allez me dire, est-ce que c'était pour vous une évidence de prendre comme prétexte cet aspect-là qui est fascinant et important, la fin d'une série, pour revenir à la genèse et surtout comprendre finalement c'est quoi la construction d'une série télé? Parce que quoi qu'il arrive, la construction de série télé, il y a un début, il y a une fin, c'est ce que vous dites. D'ailleurs, vous prenez le premier et le final, le dernier épisode, pour comprendre un peu la situation. Là, vous avez une formule fascinante et je l'ai oubliée et c'est horrible. C'est très grave. Oh là là, c'est terrible. Si, vous avez oh là là. Bon, je vais la retrouver. Mais en tout cas, là où je veux en venir, c'est que par rapport alors, il y a 2 parties. Une première partie qui est une espèce d'introduction. La deuxième partie, c'est les limites de la série télé. Vous prenez comme exemple plein de séries. Je pense notamment à Battlestar Galactica ou Six Feet Under, etc., etc. Comment vous avez pensé de cette structure et surtout, est-ce que c'était pour vous évident d'abord de présenter à quoi ressemble une série, comment construit-on une série et qu'est-ce qui fait que, est-ce que on pense à la fin quand on commence une série? Est-ce que c'était pour vous une évidence tout cela? Alors, une évidence peut-être pas, c'est venu progressivement au fil des recherches. C'est quelque chose qui m'a fasciné déjà, c'est qu'une série télévisée, à l'origine, dans les années 50, quand c'est créé, la pire des choses qui peut lui arriver, c'est que ça se termine. Et du coup, les auteurs ne prévoient pas de fin parce qu'il ne faut pas finir, il faut continuer le plus longtemps possible. Une série qui se finit, c'est une série qui a plus d'audience. Et du coup, il y avait déjà un décalage fascinant à l'origine, qui était qu'une série était faite pour durer idéalement éternellement. Elle ne doit pas justement se finir.
Et puis, il y a eu des évolutions, des transformations qui ont fait qu'on s'est intéressé à la fin, et puis on a compris dans les années 70 avec je crois que c'est le final de MASH, si je dis pas de bêtises, qui a fait une audience supérieure à 115 millions de téléspectateurs, ce qui est un des records de la télévision américaine, qui avait quelque chose d'autre à jouer avec la fin d'une série. Mais du coup, déjà, c'était le constat suivant, c'est-à-dire qu'une série ne doit pas se finir. Et donc, comment finalement les auteurs, les producteurs, les chaînes ont finalement accepté cet état de fait, l'ont absorbé, en ont fait quelque chose à travers les décennies qui ont suivi. Et donc, je me suis dit, peut-être commençons déjà par contextualiser justement cette problématique de la fin, c'est-à-dire pourquoi il fallait qu'il n'y ait pas de fin, pourquoi les premières fins qui ont existé, elles étaient finalement sans finalité narrative, on va dire, c'était juste un arrêt de la production, et puis pourquoi il y a une mutation. Et pourquoi petit à petit, on s'est mis en fait à écrire de véritables fins, et on s'est mis aussi à se dire, en fait, ces séries, ces œuvres, elles vont être redécouvertes par la suite. Et donc, il va falloir bien à un moment donné les conclure, parce que sinon, il y aura peu d'intérêt à les redécouvrir plus tard. Alors que si vous proposez une œuvre complète, eh bien, les chiffres le montrent, les téléspectateurs, les spectateurs du futur s'y intéresseront davantage. Et donc, il y a eu ce basculement progressif. Donc voilà, je me suis dit dans un premier temps, faisons une partie qui explique cela, qui donne ces clés-là de compréhension. Et ensuite, passons à des analyses concrètes. Et j'ai fait le choix qui est en tout cas le mien, qui est de dire, essayons de voir comment dialogue le tout premier épisode et le dernier. Parce que finalement, entre le premier et le dernier épisode, il y a tout le chemin que je n'analyse pas, parce que ça, on va dire, c'est la masse de la série télévisée. Mais je suis parti des limites en fait d'une œuvre pour me dire, en regardant ces limites, qu'est-ce que je peux apprendre déjà de la série et de sa conclusion. Et je crois que là-dessus, j'ai été beaucoup influencé par Edgar Allan Poe et la manière dont il écrivait à rebours. Parce que même si beaucoup d'auteurs n'écrivent pas en pensant à la fin, quand on analyse les fins avec le début, on va dire, on note parfois de troublantes similitudes, des idées qui se reprennent, qui se répondent, et on trouve des constantes aussi. Et c'est ce que j'ai essayé en tout cas de démêler et de proposer des hypothèses autour de ça qui restent évidemment à discuter, mais qui font le sel de l'intérêt de l'analyse. Mais est-ce qu'il n'y a pas des répercussions qui sont, comment je pourrais dire ça? J'imagine que toutes les séries dont vous avez questionné le premier et le dernier épisode, vous les avez vues. Voilà. Mais est-ce que, même en voulant faire la part des choses en prenant le premier et le dernier épisode, est-ce que inconsciemment, il y a aussi le fait que, comme vous avez vu la série en entier, est-ce qu'il peut y avoir des répercussions sur votre analyse? Sûrement. Alors là, oui, probablement. Après, en fait, la problématique qui était, c'est comment on analyse une série. Et là, la question n'est toujours pas résolue. Oui. Elle reste très large et on peut proposer plein d'hypothèses. Mais ce qui s'est joué pour moi, en tout cas à ce moment-là, ça a été de dire, voilà, je vais faire un choix, en tout cas une proposition, qui est de m'intéresser qu'au premier et au dernier, même si j'ai vu tout le reste. Et je vais juste regarder entre ces deux épisodes ce qui se joue. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, entre guillemets, en mettant de côté le reste de mon expérience, mais tout en sachant évidemment que ça c'est un vœu pieux, évidemment que j'y ai forcément pensé, même inconsciemment. Mais par contre, ça m'a permis de voir des choses que j'aurais peut-être pas vues si j'avais voulu mettre aussi tout le reste avec, et j'aurais pas vu l'évolution. Et ce qui m'a intéressé, ne serait-ce que dans le vieillissement des personnages, ne serait-ce que d'où ils étaient partis et où ils arrivent. Et du coup, ça évoquait tout le chemin qui avait été possible aussi. Même si on ne le décrit pas, ça évoque évidemment tous les points de passage qui ont permis cette évolution. Et c'est ça qui m'a fasciné. Et on voit notamment dans les fins et les débuts qu'il y a un rapport au personnage, un rapport à son introduction dans le monde de la fiction et évidemment du spectateur ou du téléspectateur, un enjeu très très singulier et très propre. Et la manière dont il le quitte, le personnage, cet univers-là aussi, répond souvent à la manière dont il est entré. Et tout à l'heure, on parlait par exemple de Breaking Bad. Alors, je ne l'ai pas étudié en détail, évidemment, mais si on s'intéresse à la première fois qu'on découvre Walter White et la dernière fois qu'on le voit, il y a des similitudes visuelles, esthétiques, thématiques, fictionnelles évidentes qui créent aussi un effet de réflexivité, et qui invitent du coup à vouloir revoir l'intégralité parce que justement, on comprend que tout ce chemin a été pensé entre un point A et un point B et que le voyage, c'est aussi une grande partie évidemment du plaisir du spectateur. Là, vous prenez un exemple incroyable parce que Breaking Bad commence comme quelque chose, c'est pas une parodie, mais c'est plutôt vraiment une comédie noire. Complètement. Et puis, il y a un moment, il se passe un truc incroyable qui fait que ce n'est plus une comédie, on est réellement dans un polar, un peu comme dans The Wire. Et là, c'est vraiment un bel exemple. Et vous pensez que, et comme vous dites, le premier et le dernier plan se ressemblent de manière esthétique, pas mal d'aspects, mais ces similitudes-là, en fait, elles sont ancrées
au niveau des auteurs, mais ils n'avaient peut-être pas forcément pensé ce virage de la série. C'est ça qui est assez troublant. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, je trouve, et qui est passionnant. C'est-à-dire quelque chose d'organique aussi qui se produit, qui est que probablement que le dernier plan n'était pas du tout pensé au moment où la série a débuté, puisque de toute façon, Gilligan ne savait pas combien de temps ça allait durer, etc. Donc, c'était compliqué d'imaginer ça. Mais je pense que, et beaucoup d'auteurs le disent, en fait, quand ils arrivent à l'écriture de la fin, je pense à Damon Lindelof, par exemple, quand il parle de Lost, ou qui parle même de The Leftovers, par exemple, il s'est rappelé comment il avait commencé. Et il s'est rappelé aussi les premières discussions sur la série. Et il a beaucoup discuté avec ses auteurs, ses co-auteurs aussi, de voilà, qu'est-ce qu'on voulait raconter au début, qu'est-ce qui était important pour nous. Donc, il a souvent cette phrase qui est de revenir à l'essentiel. Et souvent, pour lui, l'essentiel, c'est les personnages. Et c'est pas le seul d'ailleurs, parce que Ronald D. Moore sur Battlestar, c'est le même dialogue. Il expliquait très bien sur la fin qu'il s'est pris la tête pendant des semaines à essayer de trouver une manière de conclure la série, jusqu'à un moment donné, sous la douche, il a eu une épiphanie et il s'est dit, mais en fait, la fin, c'est les personnages. C'est plus l'histoire. Je dois finir sur les personnages. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de voir que même des auteurs qui n'ont pas anticipé combien de temps pouvait durer une série, qui l'ont fait durer parfois au-delà peut-être de ce qu'il aurait fallu, eh bien, quand ils arrivent à la fin, ils ont eux aussi une sorte de réflexivité sur leur début d'auteur et ils reviennent là-dessus en se disant mais qu'est-ce que je voulais faire à la base avec cette série? Qu'est-ce que je voulais raconter? Donc je vais essayer de revenir à ça. Mais en fait, on a tendance à toujours écrire des tonnes et des tonnes d'articles ou écouter les complaintes des spectateurs et spectatrices se lamentant de la fin. Mais finalement, je pense que celles et ceux qui sont extrêmement pas à soulager, mais vraiment qui sont beaucoup plus tristes qu'on ne pense, c'est les auteurs. Complètement. Et il faut se rappeler d'ailleurs que le premier deuil, j'imagine, en tout cas, c'est d'abord un deuil d'auteur. C'est-à-dire il doit achever une œuvre qui lui a occupé parfois 5, 6, 8, 10 ans de sa vie. C'est énorme. Et les auteurs aujourd'hui savent d'autant plus que quand une série a un succès, la fin est très, très attendue. Il y a une pression qui peut parfois virer à voilà, quelque chose d'assez dangereux, dans lequel on trouve des situations où des auteurs sont en dépression post-fin, ont du mal après à retrouver l'intérêt d'écrire. Lindelof, il lui a fallu des années avant de se relancer dans une autre série après Lost, parce qu'il avait été traumatisé par la manière dont Lost avait été reçu, en tout cas à la fin. Il a même fait des excuses télévisuelles, comme si ça avait été un crime contre quelqu'un. Donc, clairement, les auteurs sont les premiers touchés par ça, et parfois les spectateurs l'oublient, je pense aussi, dans les réactions très violentes qu'il peut y avoir contre ces mêmes auteurs d'ailleurs. Mais comment vous pouvez expliquer, si vous l'expliquez, mais je vais faire comme si de rien n'était. Comment vous pouvez expliquer ce décalage incroyable, cette espèce de déconnexion de la réalité, fiction-réalité. Je me souviens, on est contemporains, vous et moi, de Game of Thrones, et on peut dire que c'est l'une des dernières grandes séries où j'ai même pas besoin de terminer ma question, vous savez exactement de quoi je vais parler. Enfin, la fameuse fin de Game of Thrones qui a suscité même, je crois, une pétition alors que quand on revoit le dernier épisode, ce qui est très drôle, c'est que les auteurs se justifient avant d'être hués, comme s'ils savaient exactement ce qui allait se passer, et il le fait dire dans la bouche encore un personnage peut-être pour moi le plus beau personnage de la série, et je me souviens plus, c'est je vais dire de manière très grossière, le nain, celui qui Tyrion, qui dit à un moment quelque chose comme quoi dans quelques années ce sera jugé et mieux compris. Mais c'est là où je veux en venir, c'est que donc il y a ce décalage. Comment vous pouvez l'expliquer, parce que ça reste quand même un effet saisissant, et puis surtout est-ce que les auteurs peuvent prévoir ce genre de situation? Quand MASH se termine, c'est pas qu'une série qui se termine, mais c'est aussi les années 70 qui se terminent. Et c'est une autre vision de l'Amérique qui se termine. Donc, deux questions qui ne se ressemblent pas, comme d'habitude chez Microciné. Premièrement, ce fameux décalage. Et puis surtout, est-ce que la fin d'une série peut être à l'image aussi de la fin d'une époque, d'une génération, d'une identité, d'une idéologie aussi, quelque chose dans ce genre? Alors, je crois que pour comprendre ça, il y a deux notions à bien saisir, me semble-t-il en tout cas. D'abord, que la fiction ne veut pas dire vrai ou faux. Une fiction, c'est une expérience, mais qu'on définit parfois en rapport avec le vrai et le faux. C'est-à-dire qu'on se dit, quand on regarde une fiction, ce qu'on vit est faux, parce que ce n'est pas réel. Et c'est, me semble-t-il, pas la bonne définition. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont écrit de très très bons livres, articles sur la question, en nuançant le fait que la fiction n'a pas rapport avec le vrai et le faux. Ce qu'on ressent quand on regarde une fiction est réel, même si les personnages ne le sont pas.
Ensuite, la deuxième chose, c'est que dans les sciences cognitives, il y a eu de nombreuses études qui montrent que l'esprit humain ne fait pas la différence entre un personnage de fiction et un membre de sa famille. Rationnellement, on le sait que Tyrion Lannister n'est pas notre petit frère, bien sûr, mais émotionnellement parlant, l'esprit, notre cortex cognitif ne fait pas cette distinction. Du coup, je crois que quand on regarde une série sur des années, je pense que l'investissement émotionnel, il est énorme et il est réel. Il pourrait être comparable à une relation amicale ou amoureuse. D'ailleurs, il y a de très bons articles dessus, notamment celui de Tristan Garcia qui parle de ça. Et je crois que si on comprend ces deux notions, on peut comprendre aussi pourquoi, quand l'histoire se termine, quand la relation se termine, il y a une forme de violence là-dedans. Il y a une forme de souffrance, de douleur ou de deuil à faire. De trahison. De trahison. Alors, trahison, c'est justement Tristan Garcia qui disait ça et je trouvais ça très juste. Quand il comparait les fins avec les relations amoureuses, il disait il y a des fins, il y a des fins de séries qui nous quittent, c'est-à-dire des séries qui nous quittent avant même qu'on les ait finies parce qu'en fait on s'y intéresse plus. Il y a des séries qu'on quitte, c'est-à-dire on n'a même pas envie de voir la fin parce que ça nous intéresse plus. Il y a des séries qu'on quitte bons amis, c'est-à-dire c'est un peu une rupture d'un commun accord. Et puis il y a des séries ou des ruptures qui se passent très très mal. Et je crois que c'est une comparaison évidemment qui me semble intéressante parce qu'elle montre que ce qui se joue dans la fin, c'est pas seulement quelque chose de rationnel, c'est de l'émotion. C'est vraiment de l'émotionnel. Et dans l'émotionnel, parfois, il y a pas de raison, justement. Il y a juste une souffrance, une peine de perdre un programme qu'on a aimé ou une histoire, des personnages qu'on a réellement aimés. Et je me rappelle de quelqu'un qui disait à propos de Mad Men, c'était dans un documentaire sur les fins de série d'Olivier Joyard, si je ne me trompe pas, quelqu'un aux États-Unis qui disait « Je connais mieux la vie des personnages de Mad Men que les membres de ma propre famille. » Et ça veut tout, enfin pour moi, ça veut tout dire. Ça montre à quel point cet investissement-là, il est réel, même si on parle de fiction et de personnages fictionnels. Et c'est pour ça que je crois, quand une série se termine aujourd'hui, évidemment, elle peut être rattachée, comme vous le disiez justement, à une époque, un contexte, les années 70, qui se referme avec MASH un petit peu. Mais ça peut être aussi, bien sûr, une série qui est très difficile, qu'il est très difficile de quitter parce que les personnages ont tellement représenté quelque chose dans la vie des spectateurs. Et si on prend Game of Thrones, je pense tout de suite à Daenerys, qui a été pour, je pense, beaucoup de femmes, une représentation nouvelle d'un personnage féminin fort. Et bon, je voudrais pas spoiler, mais la fin de ce personnage-là, je pense que ça a été très, très difficile pour un grand nombre de spectateurs et de spectatrices parce qu'ils avaient investi dedans quelque chose de très, très fort qui était au-delà d'un simple personnage de fiction. Quand on pense d'ailleurs au nombre d'enfants qui s'appellent Daenerys, en hommage à ce personnage, avant même de reconnaître évidemment la fin de cette série et du personnage aussi. Donc c'est ça qui est passionnant à étudier. Il reste énormément de choses à découvrir et j'imagine à analyser. Mais c'est de voir à quel point on est capable de se plonger avec tout notre cœur et notre émotion dans de la fiction. Comme quoi, c'est peut-être pas si faux que ça. Ces séries qui n'ont pas de fin, et vous citez Code Quantum. Oui. Ça c'est très très particulier, ça. Alors, elle a une fin, attention. Oui, mais je trouve que d'ailleurs le dernier épisode est fascinant. Je trouve qu'il y a un truc dans ce type. C'est juste extraordinaire, cette passerelle. Enfin, bon, bref, on va pas spoiler. Mais il y a quelque chose parce que vous dites même, elle a été oubliée. Complètement. Alors, pour réexpliquer rapidement ce qui s'est passé, quand Quantum se termine au bout de 5 saisons, la série, les auteurs espéraient que ce soit renouvelé, ça ne l'est pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le dernier épisode est tourné avant justement la décision de ne pas renouveler la série. Donc les auteurs se retrouvent avec un épisode final qui en fait n'a pas été anticipé comme tel. Et ce qui est fascinant avec cet exemple, c'est que du coup ils trouvent quelque chose quand même pour conclure. Alors ils n'ont pas le droit de retourner des images, ils n'ont pas le droit d'y ajouter ce genre de choses, mais ils ont le droit de faire quelque chose. Ils font des panneaux noirs avec un texte qui explique comment se termine l'histoire, d'ailleurs de manière assez dramatique, assez triste, parce que c'est une fin vraiment très négative pour le personnage principal. Et c'est assez sidérant quand on a suivi Code Quantum de voir une fin s'achever par 3 lignes de texte sur un fond noir qui montre à ce moment-là, évidemment, la problématique que les auteurs avaient, mais pour le spectateur, il y a une forme quand même de violence là-dedans, et qui a fait que cette série, finalement, a été... alors, elle est étudiée quand même, mais elle n'a probablement pas le crédit aujourd'hui qu'elle aurait pu avoir s'il y avait une conclusion narrative vraiment pensée en amont, à mon sens. Il y a quelque chose aussi de fascinant, c'est les fins de séries qui n'épousent pas forcément
toute la mise en scène qui a été installée pendant toute une, je pense à Six Feet Under, la facilité pardon, je suis vraiment pour le coup extrêmement contemporain de cette série que je trouve parmi les meilleures que j'ai vues dans ma vie, mais quand je revois la dernière séquence, la séquence finale du dernier épisode, la manière de mettre en scène la fin de tous ces personnages, vous l'avez dit, hein, c'est une fin de série, c'est les personnages, donc de mettre en scène tout, la mort de tous ces personnages, c'est pas grave, hein, on spoil pas du tout parce que Six Feet Under, on ne parle que de ça, donc il y a aucun souci à cela. Mais la manière que les auteurs ont écrit cette séquence et que le réalisateur a mis en scène cette séquence est totalement différent de ce qu'on a pu voir pendant toutes ces saisons de Six, à savoir un travail très long sur la mise en scène, beaucoup d'épures. Voilà, il y a des choses comme de ce genre-là. Et est-ce que ça peut aussi arriver, ça, le fait de surprendre complètement c'est pas évident, hein, mais tout le monde y a adhéré à cette fin, à cette dernière séquence. Tout le monde. Vrai. Alors, en tout cas, moi, c'est le constat que j'en ai fait, c'est l'hypothèse que j'ai proposée. J'ai noté, selon moi en tout cas, que dans beaucoup de fins, mais quand on parle de fin, en fait, j'appelle ça vraiment les derniers instants de la série, c'est-à-dire ces dernières minutes pour être le plus clair possible, eh bien, parfois, les auteurs, les réalisateurs, même souvent, dans ce que j'ai pu étudier en tout cas, il y a un rythme totalement différent par rapport à ce qu'on a vu de la série avant. Il y a des innovations visuelles, de mise en scène, musicale, sonore, esthétique. Enfin, vraiment, soudainement, c'est comme si la série s'accélérait, mais d'une manière qu'on n'avait jamais encore vue. Et ça crée un phénomène qui est qu'en fait, en tant que spectateur, je crois qu'on ressent à ce moment-là, moi, ce que j'appelle l'imminence de la fin. C'est-à-dire que jusque-là, on savait que ça allait se terminer. Rationnellement, on le savait. Et à partir de ce point-là, on le ressent. Et pour moi, l'exemple canonique, c'est effectivement Six Feet Under, parce qu'à partir du moment où Claire Fisher prend la voiture, à la fin, dans les dernières minutes, les 6 dernières minutes pour être exact, et qu'elle prend la route et qu'on aperçoit ce qui va arriver à tous ces personnages, il y a une accélération qu'on ressent et qui nous amène très souvent au bord des larmes, ou en tout cas dans une émotion très forte, parce que subitement, tous ces personnages qu'on a vus, qu'on a suivis pendant tant d'années, eh bien soudainement, on voit ce qui va leur arriver, et ce qui va nous arriver à tous, c'est qu'à un moment, la vie va s'arrêter, comme la série. Et je pense que la grande force de Six Feet Under était d'avoir comme thème principal la fin, en fait, puisque c'était la mort, mais de manière plus large, c'était aussi la thématique de la fin. Et je pense que c'est une série qui a fait beaucoup réfléchir aussi le spectateur autour de cette notion-là. Parce que c'est pas une série du tout d'ailleurs négative ou triste sur la fin, elle se sert de la fin pour parler de la vie, justement. Et que je crois que ces derniers instants le démontrent admirablement, en tout cas. Alors, pardonnez-moi de prendre d'autres exemples, mais c'est ce que vous citez aussi dans votre bouquin. Enfin, ce ne sont pas des exemples que vous citez, c'est des exemples que vous questionnez, que vous étudiez. Et Tony, je n'ai même pas besoin de te dire Tony, c'est extraordinaire cette situation. Parce que nous, on reste là-dessus en se disant, bon, il est mort, il n'est pas mort, mais si, parce qu'il y a ça et ça. Quelques années s'écoulent et par un concours de circonstances fâcheux, l'auteur avoue que Tony Soprano est mort. Mais ce n'était pas voulu, donc ça a fuité. Et c'est ça qui est très beau, je trouve, c'est qu'il est rattrapé par le temps. C'est qu'à un moment ou à un autre, le propre auteur, je trouve ça extraordinaire, ce rapport au temps qu'on peut avoir. Et en fait, l'idée, c'était, le dernier épisode est fascinant et ce dernier plan est aussi fascinant parce qu'il n'a même pas le temps de lever les yeux, que le plan se coupe. Donc, et on nous laisse avec ça et puis on l'accepte et on se pose la question, mais on l'accepte. C'est ça qui est très beau. Par rapport à Game of Thrones, c'est différent, ça aussi peut-être. Alors aussi, c'était juste un autre contexte. Durant les Sopranos, il n'y avait pas Twitter et notamment. Ah, d'accord, ok. Si les Sopranos étaient sortis dans les années 2010-2011, enfin, en tout cas la fin avait été à ce moment-là, je pense qu'il y aurait eu une réaction extrêmement violente à ce moment-là. Mais oui, vous avez raison. Par contre, elle a été beaucoup plus acceptée par la suite. Même si au début, il y a eu des gens qui ont été, enfin, c'est ce que je raconte, mais que je trouve passionnant, des gens ont cru qu'ils perdaient le signal, qu'ils étaient en train de perdre l'image, donc ils ont bougé leur satellite en espérant qu'ils allaient récupérer, alors qu'en fait, la série était bien finie. Ça fait penser à la blague d'Andy Kaufman dans Man of Moon, qui essaie de faire, je ne sais pas si vous avez vu le film, et avec le sketch de la télévision qui ne fonctionne pas, et il y a les décideurs qui essaient de non, vous inquiétez pas, ça fait partie du sketch. Ouais. Est-ce que là où je veux en venir par rapport aux questions, est-ce qu'il peut y avoir aussi une raison économique à ce qu'on appelle une fin d'une série? Est-ce qu'il peut y avoir décider d'une fin, c'est aussi parce qu'il y a des répercussions économiques, alors que la série fonctionne bien? Tout à fait. Je pense que
l'enjeu en fait d'une série, au-delà de sa première diffusion, c'est comment elle va vivre au-delà de cette première diffusion. Donc, dans les éditions Blu-ray, DVD, comment elle va être redécouverte dans quelques années, comment elle va être rediffusée, comment elle va être mise en service sur des plateformes de streaming, etc. Et du coup, aujourd'hui, les décideurs, il n'y a pas seulement finalement cette première vie qui est importante, c'est du coup, que va-t-il se passer après? Un exemple d'ailleurs comme Game of Thrones, il est passionnant parce que dans peut-être 10, 15 ans, on verra si la fin était un problème pour, on va dire, que cette série vive au-delà de sa première diffusion qui a été évidemment très très dense et très très riche. C'est une question auquel moi j'ai pas de réponse aujourd'hui. Je suis vraiment intéressé par ça parce que effectivement la fin a posé tellement de problématiques aux spectateurs que je ne sais pas trop comment ça va se passer par la suite. Mais du coup, oui, la grande différence pour moi aujourd'hui, c'est que les décideurs savent qu'économiquement parlant, la série est un produit qui ne dépend pas uniquement de sa première diffusion, qui au contraire parfois rapporte plus après avoir été diffusé une fois qu'à une autre époque où on envisageait les choses complètement différemment, bien sûr. Aujourd'hui, il y a, et pardonnez-moi de parler un peu de cinéma, mais je crois que vous en parlez, enfin, je crois même, je suis sûr. On assiste à des reboots, à des remakes, à je ne sais quoi. Est-ce qu'en fait, et tout le monde, beaucoup de gens commencent à se poser la question de savoir si aux États-Unis, il commence à y avoir un manque cruel d'imagination, alors que les Américains étaient connus pour être des personnes qui savent raconter des histoires et savent tellement raconter des histoires, comme disait Serge Danet, qu'ils racontent même les histoires des autres cultures. Je trouve que c'est fascinant cette histoire-là, enfin cette idée-là. Est-ce qu'il y a cette idée aussi peut-être inconscient de ne pas vouloir accepter la fin d'une série, la fin d'un film, quitte à le remodeler, à le refaire autrement, à soi-disant le réactualiser? Est-ce que c'est un lien? Il pourrait peut-être y avoir un lien avec ça. Ouais, complètement. En tout cas, je crois qu'il y a des séries aujourd'hui qui sont achevées. Peut-être Game of Thrones, dans 10 ans, sait-on jamais. Il y aura une suite, une 9e saison, tout est possible. On l'a vu d'ailleurs avec des séries qui s'étaient vraiment achevées et puis qui ont été reprises. Dexter, la dernière en date, qui va bientôt connaître une suite. Et on risque d'assister, je pense, de plus en plus à ce phénomène parce que il y a aussi cette idée que la fin n'est jamais vraiment la fin en réalité. Et c'est d'ailleurs l'exemple de Soprano, parce que même sans parler d'une suite des Sopranos, le fait est qu'on se questionne pendant 10 ans sur qu'est-il arrivé à Tony Soprano, c'est continuer à faire vivre cette série. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un film préquel qui sort sur l'enfance, ou l'adolescence, ou la jeunesse de Tony Soprano, si je ne dis pas de bêtises. Et ben voilà. Il me semble, en tout cas c'était prévu. Donc, en fait, j'ai l'impression que les œuvres sérielles ont quelque chose comme ça, pas d'immortel, mais qu'elles peuvent revenir à la vie. Ça, c'est sûr, sous une forme ou sous une autre. Et donc, la fin, finalement, représenterait plutôt un deuil sur un temps. Mais on peut trouver des nombreuses surprises où la fin n'est pas absolue, en tout cas. Et je crois que ce qui arrive aujourd'hui, c'est cette nuance-là. C'est que dans les années 80-90, une série qui se terminait, c'était fini. Terminé, on ne reverra plus jamais les personnages, on ne reverra plus jamais les acteurs. Et puis, les années 2000 sont arrivées, les années 2010 notamment, et là, soudainement, Twin Peaks reprend après 25 ans. Soudainement, il y a une suite de 7 à la maison. Soudainement, il y a des personnages qu'on retrouve alors qu'on ne les avait pas vus depuis parfois 10, 15, 20 ans ou plus. Et en tout cas, même si ça sera pas éternel, puisque les acteurs décèdent aussi, on ne peut pas toujours les retrouver, mais ça va montrer en fait qu'il va y avoir presque des cycles de séries. Et je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est Anne Besson qui a écrit un excellent ouvrage sur la question des cycles littéraires et des similitudes avec la série télévisée. C'est que peut-être qu'on va aller aussi vers quelque chose de quasiment cyclique, c'est-à-dire des œuvres qui vont revenir par cycle. Et peut-être que ce sera ça aussi, en tout cas, un avenir possible pour la série télévisée dans les prochaines décennies, en tout cas. En tout cas, la série télévisée, c'est-à-dire la configuration sérielle a pris le dessus et a des répercussions positives ou négatives, peu importe, sur le cinéma et sur les sagas. Prenons la plus célèbre d'entre toutes, Star Wars, c'est parti. Je veux dire, ça ne se terminera pratiquement jamais. Et j'ai envie de vous dire non, Vladimir, on peut faire renaître les morts aussi. Hein, c'est vrai.
C'est vrai, vous avez raison. C'est très troublant parfois, même Peter Cushing, le revoir, c'est un vampire, je veux dire, c'est très, très, très troublant, mais c'est fascinant. Alors là, pour le coup, je suis pas subjectif, vraiment, je suis plutôt dans l'idée de l'analyse. Je trouve que ça peut être aussi à l'image d'une certaine période où on a constamment, on a cette possibilité, parce que les médias nous l'offrent, à savoir d'être toujours au plus près de la vie des gens et de croire qu'on est à côté d'eux 24 heures sur 24. Pourquoi on ne serait pas à côté de Han Solo 24 heures sur 24, 365 jours, d'être toujours avec lui, quoi, et de dire comment il va. C'est ça, exactement. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez en parlant de Star Wars, qui évidemment, quand la saga a été rachetée par Disney, c'est surdéveloppé à nouveau. L'origine de Star Wars, ça reste un serial, donc ça reste une série, puisque c'était, George Lucas l'a écrit, admiratif des serials des années 40-50, et notamment de Flash Gordon, qui avait comme héritage les romans feuilletons, qui étaient des séries en fait avant l'heure. Et du coup, quelque part, ça s'est déjà imprégné dans le cinéma, sauf que ça se redéveloppe autrement par l'évolution évidemment des séries télévisées actuelles et par la prolifération aussi de ce type d'œuvre, parce que entre les années 90 et aujourd'hui, il y a tellement plus de séries qui sortent chaque année, en raison de la diversité des canaux de diffusion notamment, qu'on est vers une explosion de la sérialité. C'est peut-être vraiment l'époque où la sérialité n'a jamais été aussi présente au cinéma et à la télévision en tout cas. Oui, regardez Marvel par exemple, là récemment, Loki qui vient de sortir et qui continue de susciter un intérêt assez incroyable. Et comme vous le dites à la dernière page de votre livre, la série est définitivement engagée dans une lutte sans fin. Exactement. En tout cas, c'est comme ça que j'ai souhaité conclure, puisque c'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas à travers mon étude, c'est que la série, c'est quelque chose c'est un objet qui se bat toujours pour exister, parce qu'il faut plaire, il faut fidéliser une audience, il faut prouver tout le temps. Et il faut même prouver quand on se finit. On a raison de se finir et qu'on se finit d'une manière qui plaise à la majorité des spectateurs, ce qui est un défi et on va dire un numéro d'équilibriste complexe que les auteurs essayent de résoudre à différents niveaux. Merci beaucoup Vladimir Lifshutz, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci à vous. Et j'espère que ça ne se terminera pas. Il fallait que je la fasse un petit peu cette blague. Mais évidemment. En tout cas, c'est This is the End, le sous-titre Finir une série télé. C'est édité chez les remarquables presses universitaires François Rabelais. C'était un plaisir. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo, comme je disais au début de l'émission, qui renvoie donc à une page, au site internet et qui renvoie à la page où vous trouverez, où vous pourrez vous procurer le livre de Vladimir. Encore une fois de plus, je vous remercie vraiment pour cette interview. C'était passionnant. En tout cas. Merci à vous. Au revoir. Très bonne journée à vous et c'est parti pour le générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.